Donc, j'ai commencé par dire que, de mon point de vue, enfin, d'abord remercier bien sûr de l'invitation et remercier de cette introduction, aussi bien celle d'Emmanuel que celle que vous venez de faire, Frédéric. Je voudrais tout de suite mentionner que un des mantras du comité d'éthique de l'INSERM, c'est cette phrase de Paul Ricoeur sur la question de l'éthique de la recherche biomédicale qui dit à l'affirmation par soi de la liberté, ajouter la volonté que la liberté de l'autre soit. Je crois qu'on est vraiment au cœur, avec le Covid-19, de cette question de l'articulation des libertés et d'une vision de la liberté qui soit inclusive. On ne peut pas être dans la liberté de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, ou dans une vision fracturante où la liberté de chacun s'arrêterait là où commence celle des autres. On doit faire société et avoir une vision de la liberté qui soit inclusive. Je voudrais aussi dire que dès le début de cette crise, ça veut dire mars 2020, au niveau de l'UNESCO, nous avons publié un communiqué commun entre le Comité international de bioéthique de l'UNESCO et le Comité d'éthique des sciences, COMEST, pour appeler la communauté internationale à un certain nombre de priorités. Et il est clair que, répondant à une tendance longue, on pourra discuter tout à l'heure du biopouvoir tel que Michel Foucault l'a énoncé, et regarder s'il garde toute sa pertinence ou s'il faut se baser sur cette théorie du biopouvoir pour aller plus loin. On a vu que la priorité devait être donnée à la santé et à la sécurité des individus. À côté de ça, on a convoqué les experts et face à un nouveau virus et face à une situation tout à fait inédite, les experts se sont naturellement retrouvés confrontés à une situation d'incertitude. Alors, dans cette situation d'incertitude, nous avons rappelé que le seul moyen d'avancer, c'est bien sûr de favoriser la recherche. Elle devrait l'être en permanence si nos décideurs avaient poursuivi l'effort sur les différentes recherches virales ou immunologiques. Peut-être que la réponse à ce virus, certes nouveau, mais les épidémies nouvelles sont annoncées depuis bien longtemps. Je pense qu'on pourra revenir peut-être à toute l'expérience acquise dans le contexte du VIH, SIDA, qui a montré ce qu'était une épidémie nouvelle. Nous sommes face à une épidémie nouvelle, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Une recherche d'excellent niveau, soutenue en continu. Le dialogue interdisciplinaire est absolument nécessaire. Ce Covid-19 a illustré à quel point l'expertise n'est pas seulement celle des virus, elle est aussi celle de l'immunologie pour comprendre l'orage, elle est aussi celle des sciences compris, et puis on l'a entendu, la discussion aussi avec les juristes sur qu'est-ce qu'on entend par la liberté. Dans un dialogue ouvert, alors on peut, et on en reparlera de ce dialogue ouvert, le Conseil scientifique a travaillé au monde, il a publié ses avis de façon ouverte, maintenant il les a toujours après que le gouvernement ait pris des décisions, et on pourra regretter qu'il n'y ait jamais eu réellement de dialogue ou de débat public, on pourra y revenir, sur les avis du Conseil scientifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut prendre de décision dans une société démocratique si elle n'est pas solidement argumentée sur des faits scientifiques. Je ne dis pas que la décision doit être prise par les scientifiques, il est de la responsabilité des politiques de prendre la décision, mais hors d'une connaissance scientifique en l'état actuel de la connaissance, ça va de soi par rapport à une dimension nouvelle comme celle d'une épidémie nouvelle, en l'état actuel de la connaissance, ce contexte que doit être prise une décision. Et elle doit être prise en expertisant aussi les fragilités.
fragilité du système de santé. Là encore, ce n'était pas nouveau. Ça fait plusieurs années que les hospitaliers, ou les médecins en général, alertent sur la fragilité de notre système de santé. Il faudrait aussi penser plus loin que les frontières de notre pays. Regardez la catastrophe en Amérique latine, par exemple. La vulnérabilité des systèmes de santé est à prendre en considération et l'expertise là-dessus doit être convoquée également. La vulnérabilité, bien sûr, des individus. Les inégalités socio-économiques se sont révélées une fois de plus, comme le facteur dominant. Et donc, on doit convoquer aussi l'expertise économique ou l'expertise des fragilités sociales. Une fois qu'on a dit tout cela, et pour ne pas être trop long et laisser vraiment la place au débat, la question fondamentale qui a été soulevée, c'est qui sont les experts? Alors, il y a une reconnaissance en matière scientifique de l'expertise en tant qu'expert, celui qui est reconnu par sa communauté scientifique comme expert. On a malheureusement vu soudain apparaître sur des plateaux de télévision d'information continue des gens qui sortaient de nulle part bien souvent, parfois étaient connus, mais pas forcément pour les raisons pour lesquelles ils s'exprimaient. L'expert, il est reconnu dans sa communauté parce qu'il respecte un certain nombre des règles de pratique, règles de déontologie, règles qui sont pour le domaine qui nous intéresse de l'éthique, les règles de la recherche médicale et les règles aussi de l'évaluation des traitements. On a vu malheureusement beaucoup de brèches, beaucoup d'atteintes dramatiques à l'intégrité scientifique, y compris par des personnes qui pouvaient se prévaloir dans d'autres domaines ou dans d'autres temps d'une autorité scientifique. Je conclurai en disant que ce qu'on a vu s'affronter, et peut-être on pourra y revenir, c'est la bonne vieille lutte entre l'autoritas, c'est-à-dire la dimension de savoir que peut donner en particulier la recherche scientifique, et puis le podestat, c'est-à-dire le pouvoir, avec parfois la confusion de certains scientifiques qui ont voulu s'attribuer les plumes du pan et vouloir faire la loi à la place de la loi, et dans d'autres cas des politiques qui ont voulu faire preuve d'une autorité que la science, ou en tout cas leur connaissance, ou les incertitudes, et la reconnaissance des incertitudes ne leur permettait pas d'avoir. Face à ça, la seule solution dans une société démocratique, c'est bien sûr d'engager le débat public, ce que tous les comités d'éthique font et appellent à faire, et ce que nous faisons avec ce webinaire. Et ça, ce débat public, il nécessite au moins 3 étapes. La première qui est nécessaire si on ne veut pas dire n'importe quoi, c'est celle de l'éducation du public. Il faut être capable de dire de quoi l'on parle au moment où l'on parle. La deuxième étape, c'est d'ouvrir le dialogue, c'est l'engagement du public, la capacité de trouver des forums où l'on soit capable de dialoguer. La troisième étape, qui est encore plus difficile, puisqu'on a vu que la deuxième, celle de l'engagement, n'avait pas été totalement respectée. La troisième, qui est encore plus difficile, c'est ce que les Britanniques, les Anglo-Saxons appellent l'empowerment, c'est-à-dire la capacité collective de décision. Et ça, j'espère que la série de webinaires nous permettra d'aller de l'expertise à la capacité collective de responsabilité et d'exercice de nos responsabilités. Et c'est ça le bouclage de la question éthique. Merci de m'avoir écouté. Alors, merci beaucoup Hervé Schneidweis pour ces quelques propos qui nous permettent d'introduire le webinaire et qui soulève d'ailleurs déjà un certain nombre de questions. Donc, nous allons laisser les divers intervenants prendre la parole les uns les autres, mais peut-être avons-nous malgré tout le temps pour poser une ou deux questions entre les interventions, et je pense que Emmanuel est tout prêt à animer cette partie du débat. Le débat, il est déjà animé par l'âme d'Hervé Schneidweis et par la profondeur et la justesse de sa première intervention. Alors on va tenter effectivement de donner la parole aux gens qui nous font plaisir de s'associer à notre rencontre. Sachez que vous pouvez aussi vous exprimer pour les plus timides à travers le chat.
et je relayerai, comme on le fait d'habitude à tous nos webinaires, les questions qui sont posées. Donc, je vais vous inciter à vous exprimer dans un instant, mais j'avais une question déjà à poser à Hervé Schneves. Est-ce que les instances d'éthique n'auraient pas pu être davantage présentes, non pas pour réguler, mais pour apporter au débat une certaine forme de sérénité et des repères tout manqués? Puisque les observateurs que nous sommes se sont dit assez inquiets du fait qu'on a l'impression qu'il y avait une espèce de dérégulation, en tous les cas du langage, des prises de position. Bref, est-ce que le président du comité d'éthique de l'INSERM que tu es, avec tes multiples interventions dans beaucoup de domaines, et on avait été sensible effectivement aux prises de position du comité d'éthique de l'UNESCO, est-ce qu'il n'y avait pas non plus à intervenir? Voilà, c'est une question un peu franche du collier que je te pose maintenant. Écoute, aussi bien toi pour l'espace éthique Île-de-France que nous pour l'INSERM ou pour l'UNESCO, on est intervenu autant qu'on a bien voulu nous laisser intervenir. C'est-à-dire que s'exprimer, on s'est exprimé. Ensuite, la capacité d'interagir ou la capacité de prendre en considération ce qu'on a fait. Il est clair qu'il y a eu beaucoup d'échos des statements qui ont été par le Comité international de bioéthique et que dans certains pays, ça a été considéré comme la base d'un certain nombre de prises de décision. Ça a été bien entendu dans certains pays, on va citer tout de suite le Brésil ou les États-Unis, puisque là, la décision basée sur des preuves scientifiques était totalement contestée, y compris par les plus hautes autorités. Donc, il y a eu là encore un débat sur comment est-ce qu'on prend des décisions dans une situation critique. Maintenant, pour parler de la France, effectivement, nous ne pouvons les uns et les autres que constater que le politique a écouté l'expertise scientifique, mais n'a pas jugé bon d'animer le débat ou de permettre le débat. On peut le regretter. Un grand merci de cette réponse. Alors, on va prendre une ou deux réactions. Est-ce qu'il y a parmi celles et ceux qui suivent cette conférence une personne qui veut intervenir? Est-ce que c'est un silence? Je dirais pour compléter ça et pour que les choses soient très claires et mettre un peu les pieds dans le plat comme j'ai l'habitude de le faire, qu'à partir du moment où notre président avait engagé la guerre, puisque dans son premier discours, il nous a parlé de se battre ou de faire la guerre contre le virus, il y avait d'un côté le côté guerrier, de l'autre côté le côté santé coûte que coûte. Mais si on considère le côté guerrier, ben dans une guerre, on a des généraux qui décident et des soldats qui suivent. Donc, ça ne laissait pas beaucoup de place au débat. On ne connaît pas beaucoup d'armées dans lesquelles on débat de la stratégie et dans lesquelles les généraux demandent à leurs soldats s'ils sont d'accord ou pas pour attaquer d'une façon ou d'une autre façon. Donc, probablement, cette vision martiale de la guerre contre le virus a biaisé la capacité démocratique délibérative. Il faut revenir à quelque chose de plus cohérent. Nous sommes tous engagés dans la lutte contre le virus. C'est ensemble qu'on arrivera à le vaincre. Et il s'agit de remettre les choses à leur place. On est face à une maladie et pas dans une guerre face à un ennemi, d'autant plus que cet ennemi, on ne le connaît pas ou qu'on le connaît très mal. Alors, puisqu'il n'y a pas de question, ce sera la deuxième question. Ensuite, j'imagine qu'on donnera la parole à nos autres intervenants. Est-ce qu'il y a une crise de confiance, science, qui s'est accentuée ces derniers mois? Et est-ce qu'il y a une crise aussi des légitimités? Parce qu'on a vu des discours très discordants au sein de la communauté scientifique, et on s'attendait non pas à ce qu'il y ait une régulation, mais qu'il y ait une élévation du débat. Et il n'y a pas eu, évidemment, en tous les cas, dans la perception que le public a eue, il n'y a pas eu véritablement de personnalités qui ont tenu un discours, j'allais dire, qui permettait de retrouver certains équilibres et un certain raisonnement. Voilà. Est-ce que c'est une question qui se pose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un déficit de régulation? Est-ce qu'il y a une crise des légitimités? Est-ce qu'on doit réinventer le rapport science-société à la lumière de ce qui s'est passé ces derniers mois et de ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Une question que je pose à Hervé rapidement.
Oui, je pense que Pierre Benoît, il revient, enfin tous les amis y reviendront, en particulier Pierre Benoît, sur cette question du dialogue sans société. Mais d'une façon générale, dans la société, il y a une crise de confiance dans toutes les autorités, crise de confiance dans l'État, crise de confiance dans toutes les personnes qui décident. Et à côté de ça, il y a un brouhaha absolument impossible à cause des réseaux sociaux, à cause des chaînes de télévision en continu. Au sein même de la communauté scientifique, à part quelques grandes gueules qui ont voulu faire de la pub pour eux-mêmes ou pour leur institut, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de voix discordantes. Il y a eu le fait de faire face à l'inconnu et d'essayer de trouver des démarches, des schémas pour y avancer. Moi, la seule critique majeure que je ferai à la communauté scientifique, c'est de s'être fragmentée en communauté nationale au lieu de rester unis à l'échelle internationale. C'est absolument incroyable comment la coopération internationale absolument nécessaire a été peu présente dans la crise actuelle. Mais en dehors de ça, je ne pense pas que le débat scientifique, en tout cas la manière d'affronter l'incertitude des connaissances face à la maladie, est vraiment péchée par une incohérence ou une cacophonie. Ce qui a été incohérent et cacophonie, c'est l'écho médiatique qui en a été donné. Un immense merci. Je redonne la parole à Frédéric pour la suite des interventions. Puis après la prochaine intervention, celles et ceux qui veulent réagir pourront le faire. Alors, je vais faire le lien avec l'intervention de Pierre Benoît J, en rebondissant sur la question de l'absence de débat. Donc, en effet, c'est intéressant de souligner que les avis du Conseil scientifique ont été séparés de quelques temps par la décision politique qui a suivi. Du point de vue de la méthode, il y a naturellement quelque chose à identifier là. Alors, il est dit aussi qu'il n'y a pas eu de débat public, c'est vrai. Comment ce débat public aurait-il pu s'organiser ? C'est la question que j'ai envie de poser. Il y a plusieurs méthodes éventuellement envisageables. Comment organiser ce débat public alors même qu'on est au cœur de l'action, en situation de crise, et qu'il y a malgré tout nécessité d'avancer.